Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Brochu en direct en ce samedi 24 juin, fête nationale des Québécois. Bonne Saint-Jean-Baptiste tout le monde. Alors aujourd'hui, tel que promis, nous aurons en exclusivité en Amérique du Nord française, Erwan Castel qui vient de s'ajouter en coulisses avec nous. Alors tel que promis, en direct du Donbass, Erwan Castel va venir nous livrer les dernières nouvelles concernant le front là-bas et tout ce qui concerne la nouvelle fraîche là, qui est sortie dans les dernières heures, c'est la sortie de Prisogine qui semble... il semble y avoir beaucoup de désinformation concernant cette sortie-là et comme le dit en commentaire, je l'avais tantôt, je l'avais mis à l'écran. Erwan Castel tombe à pic ce matin pour nous expliquer tout ce qui se passe actuellement sur le front et toute la dangerosité du moment. Il nous l'avait déjà dit, quand un géant tombe, il fait des vagues. Et là, nous y sommes. J'ai contacté Erwan il y a environ 48 heures pour lui demander de venir intervenir ici à mon émission pour venir nous expliquer jusqu'à quel point les tensions sont à leur maximum actuellement. Le régime de Zelensky tombe sous nos yeux malgré la désinformation là-bas, malgré qu'on nous parle de courage du peuple ukrainien. Bien, il y a un sacrifice en ce moment les Ukrainiens meurent. On l'avait dit aussi à l'émission, l'Occident anglosphérique semble vouloir y aller jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et nous sommes à cette période où le conflit peut devenir une guerre totale à tout moment. J'avais demandé à Erwan, justement, il y a quelques heures, si j'étais... j'empirais les choses en pensant qu'on est sur le bord d'une guerre totale et Erwan me dit non, Carl, tu sembles bien lire la situation actuellement. On peut tomber dans un conflit directement entre l'OTAN et la Russie qui annonce pas de très belles choses. Alors, sans plus tarder, une chanson que Erwan a mis sur son Telegram ces dernières heures pour vous montrer que dans le Donbass, il y a des Russes là-bas qui continuent à vivre malgré l'horreur de la guerre. Erwan a voulu nous le présenter. Alors, avant de vous introduire Erwan, je laisse la régie à Jean-Marc de nous présenter ce petit moment que dans un café souterrain du Donbass, il y a encore de la vie, ça donne espoir. Alors, je vous présente cette chanson-là et je vous reviens tout de suite après avec Erwan Castel en direct du Donbass.
en direct du Donbass, sans plus tarder, j'ai avec moi Erwan Castel. Erwan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Content de vous retrouver. Alors, effectivement, dans le Donbass, l'actualité est très chargée, à la fois sur le plan militaire, sur le plan international, sur le plan politique. Donc, je vais essayer d'être concis. On va vite balayer la situation sur le front. Ensuite, les potentialités internationales de cette offensive ukrainienne qui piétine. C'est un doux euphémisme pour ne pas dire qu'elle s'enlise lamentablement. Et enfin, on terminera par l'actualité récente, donc avec le coup de force de Evgeny Prigojine, donc le patron de Wagner, qui a voulu, je ne sais pas, donner un coup de balai au sein de l'appareil politico-militaire russe pour des raisons qui sont connues, mais dont on ne soupçonnait pas qu'elles débouchent sur, je dirais, une telle position radicale. Voilà. Donc, parce qu'on a des questions maintenant à te poser. Beaucoup d'auditeurs ce matin se sont levés avec l'information concernant Prigojine. Tu voulais en parler donc avec Yves, si tu le veux bien, on va couvrir l'information. Yves, en direct de Belgrade, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, camarade Castel. Est-ce que tu as des échos de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, entre Moscou et Rostov? Oui, alors voilà, il faut d'abord, je vais faire très vite fait en quelques secondes, je vais rappeler que ce qui s'est passé cette nuit, d'une manière radicale, c'est la conséquence logique, bien que surprenante, surtout dans le contexte de l'offensive ukrainienne, ça paraît même suicidaire ou en tout cas contre-productif. C'est la conséquence d'une grogne à l'encontre de l'état-major, du haut état-major russe. Oui. On a observé, là c'est pareil, il ne faut pas se voiler la face, qu'en mars 2022, il y a eu des impérities de cet état-major russe qui se sont prolongées jusqu'en septembre, où il y a eu on ne va pas dire des erreurs, des fautes de commandement, parce que tout général reste un être humain et donc il fait parfois des mauvais choix. Parce que l'art opératif lui demande de réagir rapidement. Et là, en l'occurrence, l'état-major russe a parfois traîné un peu dans ses réactions. Et du coup, il a été fortement critiqué, y compris par des gens comme Kadyrov, des gens comme Prigojine, effectivement, à partir du moment où ces gars de Wagner étaient à l'assaut de Artemovsk-Bakhmout. Et donc, cette grogne était un peu à l'encontre d'officiers généraux comme le général Lapine, comme Shoigu, comme Gerasimov. Et donc, on voyait que cette grogne s'amplifiait. Des fois, ça partait même dans des déclarations un peu avec un vocabulaire très grossier à l'encontre du général Shoigu. On voyait parce que Prigojine, c'est quelqu'un qui aime bien être au contact du peuple. Et donc, il aime bien user de vocabulaire un peu outrancier. Donc, on voyait que parfois que ça dérapait un peu sur le plan langagier. Par contre, moi, j'ai été vraiment surpris, pour pas dire choqué, de me lever ce matin et de regarder les infos et d'apprendre que des groupes Wagner, donc des unités Wagner, avaient pris le contrôle de l'état-major des opérations spéciales russes à Rostov. Qu'il y avait même des unités russes, semblerait-il, parce que tout reste à confirmer, qui auraient rallié donc le coup de force de Wagner. Wagner, les revendications de Prigojine sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il veut voir Shoigu et Gerasimov être remplacés par des gens plus compétents, selon lui, au niveau militaire, et peut-être plus réactifs sur le plan et plus radicaux sur le plan des opérations militaires. Alors, la situation ce matin, elle est très confuse. En fait, au moment où je vous parle, on ne peut pas vraiment appuyer certaines réalités. On a entendu parler d'hélicoptères russes qui auraient été abattus par les forces Wagner. Ce sont des hélicoptères essentiellement de guerre électronique. Aucun des équipages aurait été blessé ou tué. Il y a un hélicoptère Mi-8 qui a été également filmé en feu dans
du côté de Voronezh, je crois. En fait, c'est un hélicoptère Mi-8 qui a été brûlé. Il était déjà posé au sol et vide de son équipage. Donc, il faut faire très attention au choc des images, même si effectivement certaines sont surprenantes, parce qu'on peut, à partir d'une image, dire tout et tout et son contraire. Donc, l'aviation russe, là, c'est pareil, les dernières infos, on dit une colonne de Wagner aurait été détruite par l'aviation russe au nord de Voronezh. Parce que, en fait, les groupes Wagner ont commencé à Rostov, puis se sont montés un peu du côté de Belgorod, de Koursk et de Voronezh. Donc, a priori, ils voudraient un peu prendre le contrôle de certains points névralgiques, un peu dans cette zone. L'objectif, c'est Moscou. Alors, voilà. Donc, en passant au nord de Voronezh, effectivement, c'est la route, la fameuse autoroute M4 qui va à Moscou. Et on dit que des avions de combat russes auraient attaqué une colonne de Wagner. En fait, la réalité des gens qui sont allés sur place, c'est qu'il y a eu un tir d'intimidation réalisé dans les champs à côté de la route. Mais il n'y a pas eu d'affrontement direct de l'aviation russe sur les groupes Wagner. Ce qui est important, c'est que Poutine a fait une intervention, un appel à la nation ce matin. Donc là, il a fait un appel à la nation où il a demandé, en fait, en gros, savoir raison garder. Et dans cette intervention, il a condamné ce qui se passe, mais il n'a pas cité le nom de Prigozhin. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Poutine, il a joué, c'est un peu dans son caractère à chaque fois qu'il intervient, il joue une espèce à la fois de rôle de commandeur et de médiateur. C'est-à-dire qu'il a toujours cette rhétorique visant à dire, attendez les gars, calmez-vous les enfants, je ne veux pas savoir qui a commencé la bagarre dans la cour de l'école, mais on va se calmer. Donc, du coup, au niveau populaire, c'est assez compliqué parce que, en gros, comment je pourrais résumer ça sur le plan psychologique ? Je pense qu'il y a effectivement une méfiance de beaucoup de gens vis-à-vis du haut état-major russe, parce que l'état-major russe, alors c'est peut-être une méfiance qui n'est pas justifiée, mais voilà, elle est là parce qu'il y a des défauts dans la communication russe, on ne va pas revenir là-dessus, on sait très bien que dans le domaine de la communication, les Russes ne sont pas très bons, voire même ils sont assez nuls, mais bon, Prigozhin, lui, au contraire, il a une hyper-communication se voulant très glasnost. Il veut dire la vérité. Quand il a des pertes, il dit qu'il a des pertes. Quand il n'y a pas de... Voilà. Donc, les gens du peuple, les soldats, ils aiment bien les gens qui sont les personnes, les responsables qui sont honnêtes dans le sens de la communication. C'est direct, alors, oui. Voilà. Donc là c'est vrai que l'état-major russe ne marque pas des points dans ce domaine-là. Donc, ça crée une méfiance vis-à-vis des comptes rendus officiels de l'état-major russe qui dit qu'il n'y a pas de problème, que tout est sous contrôle, qu'on ne recule pas sous les coups de boutoir ukrainiens, mais qu'on réalise des retraites organisées et prévues et anticipées de longue durée. Donc, on voit très bien, on l'a très bien vu en 2022, qu'il y a une espèce d'obsession de l'optimisme qui ne dupe personne. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que Prigozhin est allé trop loin. Et c'est là qu'il va c'est-à-dire que la contestation, voire la critique verte et forte vis-à-vis d'un commandement, qu'il soit politique ou militaire, puisse exister, je trouve ça plutôt sain. C'est-à-dire que quand il y a un débat qui est organisé, on l'a vu avec Kadyrov. Kadyrov, en 2022, il a été très critique vis-à-vis du général Lapine lorsqu'il y a eu la percée ukrainienne à Balaklava. Et qu'on a perdu Kupiansk, Krasny-Liman et Izium. Donc là, il y a Kadyrov, il a été très, très vertement à l'encontre des décisions qui, pour lui, étaient tardives et qui relevaient plus d'une impéritie de commandement. Mais là, Prigozhin, il a dépassé le stade de la critique verbale et il est allé dans un coup de force militaire. Alors ça, je trouve que ça, c'est
d'un point de vue personnel, ça c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je suis d'accord avec ce que dit Erwan Castel. Et on se souvient dans le Donbass de l'affaire des 5 chefs de milice qui avaient refusé de rentrer dans le rang, c'est-à-dire qui avaient refusé de fondre leurs troupes dans l'armée en constitution de la République populaire de Donetsk et compagnie, et de Lugansk. Eh bien, ils ont tous été éliminés. Et on a dit c'est le SBU de Kiev qui a éliminé les chefs de milice, mais est-ce que tu es d'accord avec moi, Castel? Est-ce que c'est uniquement le SBU qui a tué, qui a liquidé les chefs de milice, ou est-ce que c'est partagé? Alors moi, je pense qu'il faut prendre pour répondre à ta question, je pense qu'il faut reprendre la mentalité humaine, parce qu'on est dans l'évolution des techniques et tout ça, mais les mentalités humaines restent les mêmes. Et si on regarde dans l'histoire des révolutions, on s'aperçoit qu'on assiste dans le Donbass depuis 2014 à des phénomènes de révolution à l'intérieur des révolutions, oui. de révolutions qui mangent leurs enfants. Je ne sais plus qui avait sorti ça en disant toute révolution finit par manger ses enfants. Et on a également, lorsque les mouvements, les insurrections sont populaires, ça se fait d'une manière toujours anarchique au départ. Et à un moment donné, lorsqu'on essaye de revenir à l'état de droit, eh bien, il faut parfois faire des coupes sombres et remettre les gens dans le droit chemin, y compris par la force ou l'élimination. Alors, je crois qu'en 2014, il y avait des groupes autonomes qui étaient constitués, notamment par exemple avec des unités cosaques. En DNR, Zararchenko, qui avait sa popularité à son avantage, il a ordonné finalement d'une manière assez rigoureuse que la normalisation soit réalisée. À Lugansk, ça s'est fait d'une manière un peu plus, je dirais, pédagogique. À Lugansk, par exemple, il y a eu toujours la présence, c'est-à-dire qu'on a autorisé certains bataillons à garder une certaine autonomie. Les bataillons cosaques comme Prizrak, par exemple, ont continué à rester un peu autonomes, mais dans la condition de rester disciplinés et alignés. Donc, cette discipline, la discipline, c'est la force des armées, on dit. Donc, cette discipline, c'est ce qu'a invoqué le président Poutine en rappelant justement l'histoire et déjà les spasmes des histoires et des révolutions précédentes. On a vécu ça, même on peut remonter à Rome, la Rome antique a vécu ça dans des périodes de guerre. Il y avait des légions romaines qui faisaient sédition, qui nommaient leur propre empereur, etc. Parce que on a vu ça en France lors de l'affaire de l'Algérie, quand une partie de l'armée s'est révoltée avec le putsch des généraux. Alors, d'une part, moi je pense que pour revenir à Prigojine, personne que je respectais fortement jusqu'à ce matin, je pense que la critique est saine, la critique même vis-à-vis du commandement politico-militaire est saine, je viens de le dire. Passer aux actes physiques pour imposer son point de vue, je pense que c'est une mauvaise chose, déjà. Oui, c'est ce qu'a dit Kadyrov, d'ailleurs. Kadyrov, voilà, Kadyrov est vraiment dans Kadyrov, il me fait penser un peu aux vieux grognards de l'Empire, c'est-à-dire des gens qui râlent tout le temps vis-à-vis de leur commandement, vis-à-vis des décisions politiques et militaires, mais qui sont toujours en première ligne et au premier rang pour obéir au chef. Il est réaliste. Voilà, il est réaliste et puis surtout, il a ce sentiment d'union sacrée. Et en plus, Kadyrov, il a aussi un autre poids sur ses épaules, c'est qu'il est responsable de la République de Tchétchénie. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Et donc, Kadyrov, il sait très bien que la stabilité de la Tchétchénie passe par une allégeance sans faille vis-à-vis du pouvoir de Moscou. Donc, alors, on dit que Prigozhin, enfin ses forces, contrôlent la ville de Rostov. Alors, Rostov, oui. En fait, ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu des consignes de données. C'est-à-dire que
comme l'anecdote que je vous citais de l'aviation russe qui est tirée dans les champs à côté de la colonne Wagner et non Oui. pas sur la colonne Wagner. Je pense que la première consigne qui a été donnée lorsque les unités Wagner sont arrivées à Rostov, c'est éviter, priorité numéro 1, éviter l'affrontement fratricide. Voilà. Je pense que ça a été la consigne. Donc effectivement, les forces de sécurité de Rostov, la police, l'armée, les unités et l'état-major avec leurs unités de protection, ils ont laissé en fait Wagner arriver. Ils n'ont pas voulu tout de suite engager le feu contre Wagner. Ils ont dit, bon, là, il y a un problème grave, mais ça va être résolu. Et c'est ce que je pense personnellement. Je pense que cette crise interne va être résolue, je pense, dans les, je ne sais pas, 2 ou 3 ou 4 jours à venir maximum. Je pense que ça... Alors, il y a une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, qui est sortie, où l'on voit Prigozhin à Rostov en discussion avec Evkurov, adjoint de Shoigu, et Alexeyev, adjoint de Gerasimov. Est-ce que tu as vu cette vidéo? Alors, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu des comptes rendus écrits sur cette rencontre. Cette rencontre, a priori, s'est faite, je dirais, dans une atmosphère cordiale. Hein, ça n'a pas été. Apparemment. Ça n'a pas été, voilà. Et donc, Prigozhin a dit, en gros, Prigozhin a dit, je veux capturer Shoigu, je sais pas, je veux. Et le vice-ministre de la Défense a dit, bah, allez-y, allez le prendre si vous voulez, quoi. Du style, essaye toujours, mon gars, quoi. Donc, j'ai un peu de la peine pour Prigozhin. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un personnage certainement qui s'est laissé emporter par son narcissisme et sa mégalomanie. Peut-être que sa popularité acquise à Artemovsk lui montait à la tête, je ne sais pas. La victoire de Bakhmout, oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'il s'est pris un peu pour le calife à la place du calife. Oui. Et je sais qu'il a eu des pertes personnelles. Il y a des amis qui ont été tués dans les combats, des amis très chers. Donc peut-être qu'il a eu un... Parce qu'il ne faut pas oublier que Prigozhin n'est pas un militaire au départ. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Prigozhin n'est pas un militaire. Donc peut-être qu'il a peut-être... C'était un cuisinier de Poutine. Voilà, c'était le cuisinier Poutine. Et un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, c'est un oligarque. Donc peut-être qu'il a du mal à gérer je dirais, les impacts émotionnels de la guerre sur le plan militaire. Oui, mais il aurait dû se rendre compte que toutes ces déclarations intempestives, en tout cas pour certaines d'entre elles, allaient faire les choux gras des médias occidentaux. Alors, les médias occidentaux, même l'opposition russe comme Khodorkovsky se sont précipités en disant « je soutiens Prigozhin ». Parce qu'évidemment, dès qu'il y a une zizanie du côté russe, tous les mondialistes disent « c'est super, c'est des bons gars ». Quoi. Donc, je pense que Prigozhin s'est laissé emporter par sa fougue, par sa personnalité. Donc, moi, je suis assez triste. En utilisant aussi une image, on peut dire que moi m'est revenu immédiatement à la phrase connue « on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus ». Et Prigozhin a pris de l'importance et Poutine et compagnie n'ont pas mesuré en temps nécessaire le problème Prigozhin. Et maintenant, la crise est à chaud. Tu as entièrement raison, Yves, parce que en plus, c'est une réflexion que je faisais ce matin à une amie. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation de la part du Kremlin. Et je trouve que c'est d'autant plus dommage. Alors ça, on pourra me critiquer sur ce que je dis à l'instant, mais Prigozhin avait quand même eu certains coups de colère. C'est pas nouveau, les coups de colère de Prigozhin à l'encontre du haut état-major russe. On se souvient à propos de l'approvisionnement des obus à Artemovsk, etc. Oui. Donc, je dirais pas que ce qu'il a fait aujourd'hui était prévisible, mais en tout cas, il y a une certaine logique dans le raisonnement de Prigozhin. C'est l'aboutissement d'une logique de réflexion. Et c'est vrai que le rôle d'un chef, comme le rôle d'un père de famille, je dirais, c'est d'anticiper sur les querelles internes entre les enfants, d'anticiper sur les crises éventuellement au sein du couple, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas pris, justement, comme tu viens de le dire
d'une manière pertinente, il n'y a pas eu à un moment donné une bonne prise à la bonne mesure de ce qui pouvait se passer. Hein. Voilà. Et il ne peut, dans un État, et surtout dans un État en guerre, il ne peut y avoir qu'une seule direction principale. Alors, Il n'y a pas de tête. Et puis, il faut faire attention à deux choses. D'une part, nous sommes en guerre, donc même si le chef est critiquable, on doit faire cohésion autour de lui. Lorsqu'on est en guerre, une décision peut être contestée, mais elle ne doit jamais être contrée. On ne doit jamais contrer une décision. Là, Prigojine, il a dit ce matin, une des dernières déclarations de Prigojine, il refuse d'obéir à Poutine. Donc là, normalement, c'est cour martiale. Hein. Normalement, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une faute grave, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obstination infantile. Là, je peux dire quasiment infantile. Et je trouve très dommageable, surtout, alors déjà, il y a le contexte de la guerre, mais en plus, chose qui exacerbe la gravité de cette décision de Prigojine, c'est que ça se fait exactement pendant l'offensive ukrainienne. Et oui. Donc c'est encore plus grave, parce que ça se serait passé, par exemple, il y a un mois en arrière ou 2 mois en arrière. Bon, ça aurait été gravissime parce qu'on est en guerre, effectivement, ou en conflit armé, mais c'était gérable. Là, on ne sait pas quelles vont être les répercussions sur le plan du commandement, des flux logistiques, etc. Et je verrais bien, en ont-ils encore les moyens, mais je verrais bien l'état-major ukrainien essayer d'exploiter, je dirais, cette déstabilisation, même si elle est éphémère, en tout cas, d'essayer de se précipiter dans ce moment de confusion, on va dire, pour tenter un coup de force sur le front. C'est possible. Où sont actuellement les forces de Wagner? Alors, les forces de Wagner auraient été retirées de la ligne de front. Ouais. Elles étaient en repos après la bataille d'Artemovsk, qu'elles étaient parties en repos. Après, il y avait eu des bombardements sur Belgorod, hein, sur la frontière entre Belgorod et l'Ukraine. Et il y avait des troupes de Wagner qui étaient parties du côté de Belgorod pour encadrer les bataillons de sécurité. À moins d'un revirement extraordinaire, je ne vois pas comment Prigozhin pourrait s'en tirer. Non, il allait trop loin. Il s'est mis dans une situation extrêmement dangereuse pour lui-même et sans retour. Or, jusqu'à présent, Wagner avait joué un rôle important pour la Russie, notamment un rôle en Afrique et un rôle moindre, mais un rôle au Proche-Orient. Or là, ce qui s'est passé aujourd'hui, cette nuit, ça ressemble à un coup de poignard dans le dos de la direction principale russe. C'est un coup de poignard dans le dos qui va être un suicide pour Prigojine. Voilà. Et on peut penser que Poutine va réduire, sinon Wagner, du moins, enfin je pense que certains éléments de Wagner seront récupérés et replacés dans l'armée régulière, mais Prigozhin et ses associés, à mon avis, vont mal finir. Oui, de toute manière, ou alors on peut imaginer effectivement qu'il soit écarté. Vraisemblablement, il y aura une condamnation et des peines de prison pour certains, en tout cas pour les. Il est recherché officiellement par le FSB. Oui, ça y est, le FSB a fait une enquête. Ils ont été déclarés ennemis de l'État. Hein. Ils ont été et agents étrangers. Ils ont été déclarés agents étrangers. Oui. Donc je pense qu'il faut à la fois prendre la mesure de la gravité des événements qui se sont déroulés depuis ce matin 5 heures, mais en même temps, il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas il ne faut pas partir dans des supputations comme je le vois sur les réseaux sociaux. Derrière Prigojine, il y a les Américains, etc. Il ne faut pas tomber dans non, j'ai vu ça aussi.
dans une vision bipolaire. On n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas avec Ce sont des Poutine, bêtises. voilà, ça, ce sont des bêtises. Non, mais il y a, à la faveur de cet événement, il y a une grosse désinformation sur les réseaux sociaux. Ah, mais bien sûr, complètement. Complètement. Et certainement, je pense qu'il y a une grande part de déception également. Et je fais partie des gens déçus par Prigojine. Peut-être vous aussi, parce que même si c'était un personnage un peu fantasque, un peu fanfaron, un peu grande gueule, etc. Mais en même temps, il avait un côté utile parce que justement, il tirait la sonnette d'alarme sur certains problèmes internes. Il avait un peu remplacé Kadyrov dans le discours critique et constructif. Or là, il est passé du discours constructif à une contre-productivité. Je ne sais pas si tu as vu cette déclaration là d'un dénommé Charrier, je ne sais pas qui c'est, mais la présentatrice, je la lis, de Channel One, Ekaterina Andreeva, a expliqué. Channel One, c'est peut-être la une, la chaîne 1 de la. Ekaterina Andreeva a expliqué en direct pourquoi la vidéo sur les conséquences de l'attaque présumée contre le camp de Wagner avait été mise en scène. Le premier signe, dit-elle, est l'absence d'autres preuves vidéo. Les déclarations au nom de Prigozhin ont été diffusées sous forme de messages audio, dont les métadonnées sont les mêmes. Elles ont toutes été enregistrées en même temps et publiées en mode différé. Et enfin, le troisième signe d'info, à partir du moment où la vidéo avec les conséquences des frappes présumées a été publiée jusqu'au moment où la première vidéo avec des déclarations est apparue, pas plus de 15 minutes se sont écoulées. Avec toutes les technologies modernes, il n'est guère possible de collecter tous les rapports de terrain en si peu de temps, d'analyser les conséquences et d'écrire des messages, a conclu Andreeva. Oui, je pense qu'il y a eu un entraînement, parce qu'on a parlé justement de cette attaque d'hélicoptères russes sur des éléments de Wagner dans la région de Belgorod, je crois, qui auraient fait en gros, qui serait à l'origine du pétage de câble, comme on dit vulgairement, de Prigojine. Oui, mais elle dit que c'est faux. Mais je pense que je pense que c'est un fake. Je pense que c'est un fake, complètement. Ouais. Donc les officines de propagande de guerre psychologique profitent de la situation pour accentuer le problème et optimiser la zizanie et pour assurer des gains de fonction, comme on disait pour autre chose, des gains de fonction contre la Russie. Alors je pense que le pouvoir central moscovite va radicaliser également sa politique sécuritaire, à la fois à l'intérieur, mais je l'espère également radicaliser la conduite de la guerre en Ukraine. Et puis quand même améliorer la chaîne du commandement, parce qu'il y a des carences dans la chaîne du commandement. Je l'ai dénoncé, je l'ai évoqué plusieurs fois. Il y a une lourdeur parce que c'est une chaîne de commandement verticale qui est obsolète aujourd'hui en 2023. Alors, il y a eu quand même, il faut quand même reconnaître, voilà, il ne faut pas être non plus toujours catégorique. Oui. En mars 2022, effectivement, l'obsolescence de la chaîne de commandement russe est visible pour tout le monde. Mais on a observé depuis un an quand même une révolution interne chez les Russes. C'est-à-dire qu'il y a une numérisation du champ de bataille, il y a le hub numérique est arrivé, c'est-à-dire que ça ouvre en horizontalité les décisions de commandement au niveau tactique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef de char peut appeler un appui d'artillerie depuis la tourelle de son char, ce qui n'était pas réalisable il y a encore un an. Donc on a quand même la Russie rattrape au niveau militaire, je dirais, les défauts qui ont été. C'est aussi ça, toutes les guerres, et ça, c'est quand on évoque ensemble la Russie, mais si on regarde l'armée française en 1914, ça a été la même chose. On a, à chaque fois qu'on est confronté à un nouveau type de guerre dans la conduite des opérations, eh bien, ceux qui reçoivent le choc sont bousculés et sont obligés de tout réviser à l'interne, donc voire même
de passer par des épurations de généraux. Les épurations de généraux, c'est pas uniquement russe, ça a été allemand, ça a été français, ça a été dans toutes les guerres. Il y a une remise à niveau des armées dès que le nouveau type de guerre est engagé. Donc il faut prendre du recul vis-à-vis de tous les événements actuels. C'est d'autant plus difficile de les analyser et de les commenter qu'ils sont toujours en cours. Et ils sont toujours en cours. Et comme vous le disiez justement à l'instant, Yves Bataille, c'est qu'il y a les officines de guerre psychologique qui se sont un peu jetées sur l'événement, un peu comme des mouches sur le miel, et qui ont surrajouté, qui ont pas anticipé. Et puis, on est confronté aujourd'hui à une espèce de chaos d'informations autour du personnage Prigojine. Je pense qu'il faut surtout pas conjecturer, il faut surtout pas partir dans des délires Prigojine. Alors, absolument. Et je vois là à l'instant une déclaration de Jacques Frère. Je ne sais pas si tu connais Jacques Frère. Oui, je le suis depuis 2014. Un analyste militaire. Rostov-sur-le-Don, aucun AN-26 russe n'a été abattu. Il s'agit de désinformation occidentalo-centrée. Il y en aura beaucoup d'autres. Il y aura beaucoup d'autres fake news, enfin fausses nouvelles de ce type. Soyez prudents avec les photos, vidéos qui circulent, même dans les réseaux Internet pro-russes. Voilà ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont tout le monde, côté occidental, tout le monde va se précipiter là-dessus. Comme on disait, comment il disait, comme la petite vérole sur le bas clergé du Haut-Morbihan. Voilà, donc on va. Merci beaucoup, Erwan, de ce passage. Toujours un plaisir de te recevoir. C'est réciproque. Merci. Donc, c'est ça, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Donc, alors, nous, on s'en va. Oui. Bonne fête au Québec. Dansez, chantez, faites les fous, faites plein de bêtises, comme à chaque fête nationale patriotique. Et en tout cas, tout mon cœur est avec vous. Merci, Erwan. À la prochaine. Alors, c'était Erwan Castel qui, en direct du Donbass, est venu nous donner les dernières informations. Donc, c'est à partager tout le monde. Puis, je passe vos commentaires pendant la conclusion. Bye-bye. Dans un café souterrain, c'est Erwan Castel qui nous a échangé, qui nous a donné cette vidéo-là là, juste avant l'émission.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.